Ouverture ce lundi d'un atelier de validation du nouveau code de l'urbanisme et de construction. C'est la première ministre qui a procédé à l'ouverture de cette assise. Corneille Nangaa et consorts ont requis la peine capitale par le ministère public. C'est ce qui ressort du procès qui a eu lieu ce lundi 29 juillet. Enfin, le transport en commun a connu une perturbation ce lundi à travers la capitale. Les chauffeurs dénonçant les tracasseries routières ont entamé un mouvement de grève. Bienvenue à tous dans cette nouvelle session d'information. Madame, Monsieur, bonsoir. La RDC aura très bientôt un nouveau code de l'urbanisme et de construction. Un atelier de validation de cet avant-projet a été ouvert ce lundi 29 juillet par la première ministre Judith Souminois. Ce document viendra ainsi répondre aux besoins criants dans le secteur de l'urbanisme. C'était à l'hôtel Rotana dans la commune de La Gombe. Patrick Isson nous en dit plus. Ces assises organisées par le ministère de l'Urbanisme et Habitat avec l'appui du projet Kinelenda et l'assistance technique et financière de la Banque mondiale et de l'ONU Habitat doit répondre aux besoins criants de ce secteur. Face à la caducité, à l'obsolescence des lois coloniales régissant l'urbanisme, le gouvernement à travers son ministère a initié la rédaction d'un avant-projet de loi devant servir de cadre légal de référence pour la planification urbaine ainsi que la gestion des milieux urbains, a déclaré Crispin Badou, ministre de l'Urbanisme. Pour sa part, Kofi Nouvé, responsable en chef des opérations à la Banque mondiale, a salué les efforts du gouvernement dans la réalisation des infrastructures visant l'amélioration des conditions de vie des populations. À son tour, la première ministre qui a rappelé l'un de 6 engagements majeurs du président de la République, qui est d'avoir plus d'accès aux services sociaux de base, a appelé les participants à des contributions conséquentes. La planification urbaine est plus qu'un outil technique. C'est un processus participatif et politique qui aborde et aide à concilier des intérêts divergents concernant la forme et la fonctionnalité de la ville dans une perspective d'urbanisation appropriée. Quand on voit les différents fonctionnements auxquels nous avons pu assister dans différentes villes, particulièrement ici à Kinshasa, ou contrées de notre pays, en termes d'urbanisation et de construction, il est plus que temps d'avancer dans ce processus. À l'issue de ces travaux, le gouvernement attend des participants non seulement des avis et suggestions, mais surtout la validation de l'avant-projet du texte, objet de vos travaux, et ce, en vue des formalités préalables à sa soumission au vote du Parlement. Pour ce faire, le gouvernement compte sur chacun d'entre vous. Ces travaux s'étendent sur 2 jours. Ils visent à doter le pays d'un nouveau code qui régira toutes les activités en matière d'urbanisme et de construction dans tout le pays. La perturbation observée ce lundi 29 juillet dans les secteurs de transport tant public que privé a fait l'objet d'une réunion à la primature. La première ministre Judith Souminois, qui a pris la situation à bras-le-corps, a réuni les ministres sectoriels pour une solution imminente. Plusieurs décisions sont attendues d'ici là. En attendant, Transco devra reprendre du service. Les transporteurs privés, eux, sont appelés au cadre de concertation avec l'hôtel de ville. Suivez tour à tour le porte-parole du gouvernement et le gouverneur de la ville de Kinshasa dans ses propos. Donc, il était question, par exemple, pour le vice-premier ministre Jean-Pierre Bemba, de faire le point des discussions avec les différents syndicats, notamment ceux de Transco, pour voir dans quelle mesure cette société peut opérer pleinement. Il y a eu des revendications qui ont été données, notamment en ce qui concerne l'attitude du comité de gestion dans la gestion quotidienne de l'entreprise. Des décisions seront prises à ces propos, mais très rapidement, le vice-premier ministre de l'économie a dit avoir mis à disposition quelques mètres cubes de carburant permettant à l'entreprise d'être soulagée, et que 2 mois d'arriérés observés à ce niveau-là seront apurés. Sur un autre registre, mais dans les mêmes esprits, il était question de regarder aussi la situation du côté de Transacademia et les dispositions qui devaient être prises de ce côté-là l'ont été aussi pour nous assurer que de manière générale, la problématique de transport, en tout cas pour ce qui concerne l'État, a été mise sur la table. Mais pour ce qui concerne justement la situation spécifique de ce matin, c'est ce qui a justifié la présence du gouverneur. Peut-être que le gouverneur peut, dans les compléments qu'il va faire, vous dire ce qu'il a pu faire et les dispositions qui sont prises au niveau de la ville pour nous assurer que le mouvement est jugulé, mais que dès demain, il ne devrait pas y avoir de perturbations
tels que observés aujourd'hui. Nous avons instruit la police, commis à notre responsabilité de déblayer les routes de tout ce qu'il y avait comme pneus, de tout ce qu'il y avait comme des actes d'incivisme qui se marquaient déjà, mais qu'à cela aussi, l'accompagnement que le gouvernement a pu faire avec l'entreprise Transco, relevant de ses prérogatives en termes d'approvisionnement en carburant, que la ville a accompagné pour éviter justement de couac, parce qu'il y avait un mouvement de grève au niveau de Transco aussi qui a empêché cet approvisionnement-là. Et nous assurons que le cadre de concertation va continuer, parce que c'est là où que nous débattons sur les questions essentielles. Et quant aux tracasseries, nous tenons à soulever ici, il est juste des questions de contrôle de routine des agents de division de transport. Et d'ailleurs, cette mission-là ne concerne que, alors que la pratique de affichage des itinéraires pour éviter les demi-terrains et affichage aussi de prix. Donc voilà, pour éviter les os. Alors de ce contrôle-là, alors il s'est avéré qu'il y a eu une petite incompréhension auprès des chauffeurs, mais le cadre est mis en place pour que nous puissions poursuivre des arrangements afin que tout rentre à la normale. Sur cette même lignée, les agents de Transco appelés à reprendre le travail après avoir été en grève. L'appel est de l'intersyndicale de cette entreprise de transport. Il a fait suite à une réunion tenue ce lundi 29 juillet avec le vice-premier ministre en charge des transports, voies de communication et désenclavement et l'intersyndicale de Transco, Patrick Issou. Son tête-à-tête avec le vice-premier ministre en charge des transports, voies de communication et désenclavement, Jean-Pierre Bemba Gombo, a permis au bon syndical de Transco, à travers la présidente de la délégation syndicale de cette entreprise, Bijou Moana, et le président de l'intersyndicale, Didier Kimbumbu, à appeler les agents de Transco à la fin de la grève. Cela après avoir porté à la connaissance des tutelles les revendications des agents grévistes. Les résolutions qui sont sorties de cette réunion sont les suivantes. Un audit diligenté par son Excellence qui commence aujourd'hui. Et il est demandé à tous les agents Transco qui détiennent de preuves sur la mégestion de contacter les auditeurs pour que un rapport circonstancié soit dressé. Et après ces rapports-là, des décisions seront prises. Un plan de relance pour Transco va commencer à la journée de mercredi. Et 4, il est demandé aux travailleurs de reprendre du travail parce que le gouvernement assure maintenant d'une manière régulière la fourniture en carburant en termes de 600 mètres cubes chaque mois. Ainsi, les désidérata des agents de Transco ont été pris en compte par le vice-premier ministre Jean-Pierre Bemba Gombo. Il a promis de ne couvrir aucun acte de mégestion. Les agents de Transco recevront incessamment le traitement salarial des mois de juin et juillet, ainsi que les allocations scolaires dès le 15 août et 600 mètres cubes de carburant chaque mois. Plusieurs résolutions ont ainsi été prises pour la bonne marche de Transco. Je l'ai annoncé en titre, début ce lundi de la grève générale des chauffeurs à travers la capitale. Ces derniers dénoncent les tracasseries routières dont ils disent être victimes. Une situation qui a occasionné une perturbation totale dans le déplacement ce jour à Kinshasa. Regardez. Les taxis et les taxibus jaunes n'ont presque pas été visibles ce lundi sur les artères de Kinshasa, ce qui a contraint plusieurs personnes à parcourir des longues distances à pied, si pas opter pour la moto. Et pour cause, la grève de 3 jours entamée ce lundi par les chauffeurs. Ces derniers disent non à ce qu'ils qualifient de tracasserie de la part des agents de la division urbaine de transport qui, selon eux, les arrêtent arbitrairement pour avoir haussé le prix de transport. Le versement des sprinteurs s'élève actuellement à 150 000 francs. Avec les courses de 500 francs ou 1000 francs, nous n'arrivons pas à réunir la somme exigée pour le versement, raison pour laquelle nous procédons au demi-terrain. Mais le ministère de Transport vient de déployer une unité sur les terrains. Ces agents nous arrêtent en cours de route pour demander le prix de transport aux clients.
En cas de hausse, ils s'infiltrent dans le véhicule pour nous ravir de l'argent qu'ils remboursent aux clients et ramener ensuite le véhicule et son chauffeur et receveur au bureau de la police. C'est ce que nous dénonçons à travers ce mouvement de grève. Les chauffeurs se disent déterminés à observer les 3 jours de grève afin d'obtenir gain de cause. Quelques associations des chauffeurs appellent tout de même les manifestants à suspendre la grève et privilégier la voie du dialogue et non la violence. Pour l'heure, c'est la population qui en pâtit. Et cette actualité au plus bref, le président Félix Tshisekedi se rendra à Kisangani le 2 août pour commémorer la journée en mémoire de toutes les victimes des guerres imposées à la RDC, a annoncé Jacquemaine Chabani, vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur, lors d'une déclaration dimanche 28 juillet. Et puis, toutes les activités non sportives interdites au stade des Martyrs et Tata Raphaël, c'est l'une des mesures prises après le drame qui s'est produit au concert Explo 2024. De son côté, le pasteur Mike Kalambay appelle le peuple de Dieu au calme en attendant les enquêtes qui ont été ouvertes. Leurs propos ont été recueillis par Rachel Adassaliouala. Nous avons responsabilisé le gouverneur de la ville avec Madame la ministre des Affaires sociales de s'occuper des victimes, faire la suite sur les victimes parce qu'on a enregistré au cours de cette réunion malheureusement 9 morts, plusieurs blessés. Donc il va falloir rapidement les identifier et se rassurer qu'il y a une prise en charge nécessaire. Ils le feront en accompagnement des organisateurs de l'événement qui nous ont rassurés, bon, nonobstant ce que vont nous dire les enquêtes, qu'ils avaient souscrit à une assurance et qu'ils prennent la charge des victimes. Nous, on doit se rassurer que tout cela va se faire selon les normes. Nous avons aussi pris l'engagement de veiller à ce que la réglementation sur ce type d'événement soit renforcée. Et ça, c'est le travail du gouvernement. Provisoirement, il a été levé l'option de suspendre toute activité non sportive dans le stade des Martyrs et le stade du Vénin. Sur les enquêtes, je n'en ai pas parlé. Tous les services étaient là, ils nous ont fait un rapport verbal sur la situation qui va nous permettre à nous aussi de faire rapport à l'autorité. Mais tous ont été mis à disposition de l'enquête ouverte depuis hier et nous pouvons vous rassurer que nous allons suivre tout cela de très près. Touti na réunion moko ya crise avec le VPM sur instruction de la première ministre. Il y avait également la présence du ministre de la Justice, le ministre d'État, le ministre de la Santé et la ministre des Affaires sociales. Voilà, la culture était sûrement représentée. Et nos apaisements, les enquêtes sont lancées. Et je crois que toutes les précisions nous seront apportées dans les heures qui suivent. Soyons tranquilles et on est ensemble. En justice, parlons de la peine capitale requise contre Corneille Nangaa et consorts par le ministère public ce lundi 29 juillet 2024. Les avocats de la défense ont sollicité un délai de 5 jours pour mieux se préparer, mais la Cour n'a accordé que 24 heures. On en parle avec Rachel Adassaliouala. Le ministère public a requis ce lundi la peine capitale contre plusieurs prévenus dans les procès de Corneille Nangaa et consorts. Accusés notamment des trahisons et des crimes de guerre, seul Nangaa Basséani échappe à cette requête extrême. Une peine de 20 ans de servitude pénale a été demandée contre lui pour participation à un mouvement insurrectionnel. La partie civile représentant la République a demandé en guise des réparations $1 milliard américains. Face à la gravité des réquisitoires, les avocats de la défense ont sollicité un délai de 5 jours pour mieux se préparer. La Cour n'a accordé qu'un délai de 24 heures pour permettre aux avocats de préparer leurs moyens de défense. Ce temps sera utilisé pour échanger avec leurs clients et partager leurs conclusions entre avocats. Les avocats de la défense ont qualifié les réquisitoires de sévères. Ici, de noter que le procès Corneille Nangaa et ses complices a été ouvert depuis le mercredi 24 juillet 2024 à la prison militaire de
Des sanctions supplémentaires ciblées cette fois pour les dirigeants du Rwanda. La RDC en souligne l'importance de cela, d'autant plus que ces dirigeants sont impliqués dans la chaîne de commandement supervisant la campagne de déstabilisation dans l'est de la RDC. Cet appel du gouvernement congolais est fait après qu'il ait pris note des sanctions infligées par les États-Unis d'Amérique et du Conseil de l'Union européenne à quelques individus impliqués dans l'insécurité dans l'est de la RDC. Le contenu de ce communiqué dans ce commentaire signé Patrick Issou. Le gouvernement de la République démocratique du Congo a pris note des sanctions infligées par les États-Unis d'Amérique et l'Union européenne à quelques individus et entités impliqués dans l'insécurité et l'instabilité dans sa partie Est, fait savoir ce communiqué. Et de poursuivre, d'abord celle de l'Office of Foreign Asset Control du département du Trésor des États-Unis d'Amérique qui ont ciblé des chefs des groupes armés alimentant le conflit et la situation humanitaire catastrophique dans l'Est du pays. Ensuite, celle du Conseil de l'Union européenne qui ont ajouté des mesures restrictives contre 9 personnes et une coalition terroriste accusée des violations graves des droits de l'homme et d'entretenir le conflit armé, l'instabilité et l'insécurité en République démocratique du Congo. Ainsi, la RDC salue la prise de ces sanctions ciblées, indique ce communiqué, qui s'inscrit dans une dynamique de lutte contre l'impunité des auteurs des crimes internationaux commis contre sa population et sur son territoire national, tel que détaillé dans le dernier rapport du groupe d'experts des Nations Unies. De ce fait, le gouvernement de la République souligne l'importance des sanctions ciblées supplémentaires contre les dirigeants du Rwanda impliqués dans la chaîne de commandement supervisant la campagne de déstabilisation dans l'Est de la RDC. Ces sanctions, ajoute ce communiqué, sont indispensables pour mettre un terme aux violations graves du droit international qui perdurent dans un contexte de tolérance internationale et d'impunité et pour favoriser un environnement propice à des solutions durables dans les conflits récurrents de la région des Grands Lacs. En parlant de la sécurité, sachez que l'unité d'aviation pakistanaise qui était basée au sud Kivu opérera désormais à Beni, au nord Kivu. Près de 170 casques bleus qui composent cette unité ont été déployés dernièrement sur cette partie de la province du nord Kivu. Ils vont devoir assurer les mêmes opérations que dans le sud Kivu, a fait savoir le colonel Azad Bati, instructeur de l'unité d'aviation pakistanaise. Patrick Issou, encore une fois de plus. Au nord Kivu, l'unité d'aviation pakistanaise se redéploie à Beni. Celle-ci y est allée pour soutenir les efforts de la mission des Nations Unies pour la stabilisation du Congo dans cette province. Ils sont au total 170 casques bleus. Ils étaient basés depuis 2011 au sud Kivu où ils viennent de quitter. Cette unité a soutenu les opérations de reconnaissance et de combat au sol ainsi que le transport des troupes, des civils et de matériel vers les zones reculées. Professionally speaking, I don't call it as a new place. We are just terming it as a continuation of our efforts, which we did in South Kivu, which included medical evacuation, all the missions that you can think of, that any pilot can think of for the aviation operations, starting from cargo till ground support and aerial recce and search and rescue operations. À Beni, l'unité d'aviation pakistanaise fera preuve de maîtrise de terrain car elle a acquis une grande expérience dans les missions effectuées au Sud Kivu. So the experience gained there will greatly benefit us, and we are really proud that in the last 13 years we have more than 15,000 hours. This speaks volumes of the trust that people of DRC, the government of DRC and the MONUSCO authorities pose on us. Les casques bleus pakistanais de la MONUSCO entament désormais un nouveau chapitre dans le soutien du Pakistan dans la construction de la paix en République démocratique du Congo. Et pour clore ce chapitre, la force de la MONUSCO basée en Ituri participe aux côtés des FRDC à toutes les missions de pacification de cette province. L'information a été livrée par le gouverneur militaire de la province de l'Ituri. Le lieutenant-général Johnny Luboyan Kachama a souligné qu'aujourd'hui, il n'y a aucune différence entre les casques bleus et les militaires congolais dans la traque des groupes armés. Regardez.
La province de l'Ituri respire peu à peu depuis un certain temps. Hormis la situation qui sévit à Mungwalu, l'accalmie se constate sur toute la province de l'Ituri. Le lieutenant-général Johnny Luboya Kanchama, gouverneur de cette province, qui l'a dit, salue la participation de la force de la MONUSCO dans les différentes missions effectuées par les forces armées de la RDC pour sécuriser la population. Il est difficile à ce jour de distinguer les deux forces qui opèrent dans sa province, a ajouté le gouverneur militaire. La situation aujourd'hui à Ituri, nous pouvons dire que nous vivons une certaine accalmie, nonobstant ce qui est en train de se passer vers Mungwalu. Mais sinon ailleurs, nous avons quand même une accalmie. Tout ce que nous faisons ici, nous le faisons ensemble avec la MONUSCO. Et que donc c'est très difficile même pour la population de distinguer nos troupes et les troupes de la MONUSCO. Partout où nous avons été, que ce soit vers Komanda, sur la RN4, tout ce travail-là est fait avec la MONUSCO, avec le contingent de la MONUSCO. Et nous coordonnons ensemble, ils sont avec nous pendant tous les moments difficiles. Leurs hommes meurent ensemble avec nos hommes dans les opérations. Et que donc la population nous voit et elle sait que la MONUSCO travaille ensemble avec nous. Comme souligné précédemment par la chef de la MONUSCO, Bintou Keïta, cette structure qui a quitté le Sud Kivu reste permanente dans les provinces de l'Ituri et du Nord Kivu. Il est temps d'agir, c'est le thème choisi cette année pour célébrer la journée mondiale contre l'hépatite. Cette journée est destinée à faire connaître les différentes formes d'hépatite au grand public et rappeler l'ampleur de ce fléau. Le docteur Christ Loutete a été approché à cet effet en vue de parler de cette maladie. Regardez. L'hépatite renvoie à l'inflammation de foie, révèle le docteur Chris Loutete qui détaille les types de cette maladie. L'hépatite, d'une manière en tout cas simple, c'est l'inflammation du foie. Déjà, cette inflammation est causée soit par un excès d'alcool, soit bien sûr par un virus. Et dans ce cas-là, on parle d'hépatite virale aiguë. Et dans les hépatites virales aiguës, il y a 5 types. Il y a l'hépatite A, B, C, D et E. Voilà, donc c'est un peu ça. Qu'est-ce qui est à la base de l'hépatite? Le docteur Chris Loutete répond. Il y a aussi des causes auto-immunes et tout ce qui va avec, mais ce sont des causes très rares. Les causes qui reviennent souvent, c'est soit parce que la personne buvait beaucoup trop d'alcool, comme je l'ai dit, soit encore il a été infecté. Cette maladie est jusque-là incurable, mais un traitement en cours d'expérimentation a déjà été développé, poursuit ce professionnel de santé. Je dirais non avec beaucoup de... Voilà, parce que maintenant la médecine est en train de se développer. Il y a un traitement en cours qui est développé, mais qui est encore en expérimentation. Donc je ne dirais pas qu'il y a un traitement, puisque le traitement n'est pas encore confirmé, bien sûr, jusque-là. Donc voilà. Il faut noter que l'Organisation mondiale de la santé tire une sonnette d'alarme, surtout sur l'hépatite virale qui tue au moins 35 000 personnes chaque jour. En dehors de nos frontières, pour terminer, l'ancien président sud-africain Jacob Zuma a été exclu ce lundi 29 juillet de son ancien parti politique, le Congrès national africain, ce après avoir créé un nouveau parti politique qui s'est présenté aux récentes élections du pays suédois. Le parti Mkonto Wesizwe de Zuma, également connu sous le nom du parti MK, a obtenu près de 15% des voix au niveau national et est devenu le troisième parti du pays. Cela a largement contribué à ce que l'ANC perde sa majorité parlementaire pour la première fois depuis son arrivée au pouvoir en 1994. Depuis, l'ANC a formé un gouvernement d'unité avec plusieurs partis, dont son principal rival, l'Alliance démocratique. Bien qu'il ait renoncé à l'ANC pour diriger le parti MK, qui est désormais le parti d'opposition officiel de l'Afrique du Sud, Jacob Zuma a insisté sur le fait qu'il restait membre de l'ANC. Son expulsion fait suite à une audience disciplinaire qui s'est tenue la semaine dernière. Le secrétaire général de l'ANC a déclaré que Jacob Zuma avait été reconnu coupable par le parti de porter atteinte à l'intégrité de l'ANC en dirigeant un parti rival qui dispose actuellement de 85 sièges
siège au Parlement sud-africain. Le parti MK de Zuma a, pour sa part, dénoncé l'expulsion et accusé la commission disciplinaire de l'ANC de se comporter comme un tribunal kangourou. Ainsi se referme ce journal. En voici le rappel des principaux titres. Ouverture ce lundi d'un atelier de validation du nouveau code de l'urbanisme et de construction. C'est la première ministre qui a procédé à l'ouverture de cette assise. Corneille Nangaa et consorts ont requis la peine capitale par le ministère public. C'est ce qui ressort du procès qui a eu lieu ce lundi 29 juillet. Enfin, le transport en commun a connu une perturbation ce lundi à travers la capitale. Les chauffeurs dénonçant les tracasseries routières ont entamé un mouvement de grève. Ce journal est complètement terminé. Merci à vous tous de nous avoir suivis et excellent début de semaine à tous.